Chers compatriotes, la semaine dernière, nous avons tous été envahis par un sentiment d'optimisme et de confiance en voyant le président Alpha Condé procéder à l'inauguration le 16 juin 2021 du chemin de fer Dapilon-Santo. Quelques jours après, le dimanche 20 juin, il a présidé à la cérémonie de remise d'une cinquantaine de tracteurs et d'équipements agricoles par le groupe turc Al-Bayrak. Dans un communiqué, la multinationale indique que cet investissement d'une valeur de 50 millions de dollars est effectué dans le cadre de l'appui aux initiatives présidentielles au niveau de l'agriculture. Et les équipements sont destinés aux projets agricoles modernes dans les régions de la Guinée. Deux bonnes nouvelles donc, qui augurent de bonnes perspectives pour la relance de l'économie guinéenne. Le chemin de fer Dapilon-Santo, réalisé par le consortium SMB Winning, est long de 125 km et sera dédié exclusivement, dans un premier temps, au transport de minerais de bauxite entre les sites de Santo et Houda au port fluvial de Dapilon. À moyen terme, il permettra également d'acheminer des marchandises. Selon le ministre des Mines et de la Géologie, ce chemin de fer contribuera également au désenclavement de toute la zone traversée. Ce qui est confirmé par un représentant du consortium SMB Winning qui précise que le projet Bofa-Bokeh deviendra à long terme le catalyseur d'autres investissements dans d'autres secteurs que la mine, comme l'agriculture, l'élevage, la pêche, le transport et commerce. C'est pourquoi la remise des tracteurs et des équipements agricoles par Al-Bayrak a une valeur significative. Car on ne peut s'empêcher de penser que c'est l'agriculture guinéenne qui en tirera les meilleurs avantages de ces investissements. Ce sentiment est renforcé par certains analystes qui estiment que l'arrivée des tracteurs va considérablement booster le secteur agricole à travers l'augmentation de la productivité, notamment dans les zones rurales. Les tracteurs pourront ainsi améliorer la qualité et le rendement de la production des paysans qui pourront accroître leurs revenus. Est-ce à dire maintenant que notre agriculture est sur le point de renaître et que la Guinée pourrait bientôt devenir le grenier de l'Afrique de l'Ouest? Comme le colonisateur l'avait prévu, et surtout comme le souhaite aujourd'hui le président Alpha Condé, on ne peut aller si vite en besogne et il faut se garder de commettre l'erreur de penser que la remise d'une cinquantaine de tracteurs et d'équipements agricoles peut suffire à relancer l'agriculture guinéenne. Ni même la construction de cette voie ferrée Santo-Dapilon ou encore celle du Transguinéen ne pourront à terme remettre notre agriculture sur les rails et lui rendre la place de choix qu'elle occupait avant. Il faut bien plus que cela, car les maux de l'agriculture guinéenne sont à la fois d'ordre structurel, financier, éducatif, managérial et technique. Cela, il faut qu'on se le tienne pour dit.
Nous devons donc repenser notre agriculture et proposer des solutions durables à la relance et au développement du secteur. Ici comme ailleurs, il faudra nécessairement des réformes profondes, presque une refonte complète de notre système de production agricole et de commercialisation de ces produits dérivés. Mais pour cela, il faut bien savoir d'où nous venons, où nous voulons aller et les objectifs que nous voulons atteindre. Et cela n'est possible que si nous comprenons parfaitement les mots qui assaillent l'agriculture guinéenne et les facteurs qui ont conduit à sa déchéance. Durant l'époque coloniale, la Guinée était une puissance agricole. Notre pays était le premier producteur de bananes en Afrique de l'Ouest, mais aussi grand producteur de riz, qui est pour le Guinéen beaucoup plus que le pain. Sa culture, grâce aux pluies abondantes, serait partout possible. Parmi les autres cultures vivrières, on pouvait compter le mil, le fonio, le maïs, qui étaient beaucoup moins importantes, mais représentent cependant des ressources d'appoint régionales non négligeables. À part la banane, il y avait aussi d'autres cultures fruitières, comme l'ananas, qui s'est développé dans les mêmes zones. Le caféier est un arbuste que l'on retrouve dans la gamme de ces productions fruitières qui se multiplient à une vitesse vertigineuse. La moyenne Guinée et la Guinée forestière étaient les zones propices à ces cultures. Avec le développement de toutes ces cultures, une pluviométrie de 400 milliards de mètres cubes d'eau par an, un potentiel en terres arables évalué à 6,2 millions d'hectares, un domaine irrigable de 364 000 hectares, des conditions climatiques propices à la production et la reproduction de plusieurs espèces, la Guinée se positionnait pour devenir le grenier de l'Afrique de l'Ouest. Mais alors, que s'est-il passé pour que notre agriculture dégringole à ce point et qu'elle soit à la traîne? La réponse à cette question tient d'abord au fait de la séparation brutale avec le colonisateur, sevrant la Guinée d'importants investissements dans le secteur. Cette séparation a aussi entraîné la perte d'un accompagnement technique et d'un marché important pour l'écoulement et la commercialisation des produits agricoles. Mais il faut relever aussi les erreurs et fautes commises par nos propres dirigeants depuis la fin de la colonisation. C'est René Dumont qui a été l'un des premiers à tirer la sonnette d'alarme et à expliquer les mauvais choix faits par nos gouvernants. Il avait parcouru plusieurs pays africains, mais c'est en se basant surtout sur l'évolution de la Guinée et du Mali qu'il va produire son ouvrage devenu célèbre, L'Afrique noire est mal partie. L'auteur analyse l'évolution du Mali et de la Guinée vers le socialisme, départ sans doute précipité en raison du manque de cadre et du poids de l'héritage colonial, mais il considère que socialisme et démocratie exigent plus de moralité que capitalisme et fascisme. Pour René Dumont, les causes
de la déchéance de l'agriculture pour les régions guinéennes peuvent être attribuées à trop de tracteurs et de caféiers, pas assez de palmiers à huile et de cultures nourricières. Dans les zones soudaniennes, au Mali, l'introduction de cultures de traite, arachides, coton, n'a pas été un moyen de modernisation des méthodes agricoles. Au contraire, elle a appauvri les terres. À ces problèmes de fond sont venues s'ajouter d'autres difficultés qui ont freiné l'essor de l'agriculture. On peut citer entre autres manque de bons réseaux routiers et bons marchés, faute de systèmes de stockage efficaces et appropriés. Les produits qui résistent très mal aux conditions climatiques telles que les tomates, les oignons, les légumes verts pourrissent. Donc c'est le gaspillage. Il y a aussi les faibles investissements agricoles en pourcentage des dépenses publiques. Il y a aussi le manque d'information et le manque d'accès aux engrais à des prix bas. Telles sont les grandes difficultés, chers compatriotes, auxquelles fait face l'agriculture guinéenne. Comment faire donc pour trouver des solutions appropriées et durables? Les mesures qu'il faille adopter et la stratégie à suivre dépendent des objectifs visés. La priorité est-elle d'atteindre l'autosuffisance alimentaire et en même temps réduire le niveau des importations de produits agricoles? Ou bien s'agit-il de mettre en place une agriculture moderne qui favoriserait la création d'emplois, surtout pour les jeunes qui se désintéressent de plus en plus de cette activité? Je dois rappeler qu'il s'agit ici d'une question de priorité. Et dans l'un et l'autre cas, le choix doit être fait entre le développement d'une agriculture vivrière locale pour assurer la sécurité alimentaire et la priorité qu'il faut accorder aux transformations industrielles et agricoles pour booster les exportations et résorber en même temps le problème du chômage. À mon avis, dans un pays comme la Guinée, où les ménages ont du mal à assurer les 2 repas par jour et où l'État dépense des sommes importantes en devises pour importer des denrées comme le riz, il est plus urgent d'abord de favoriser une culture vivrière locale et éradiquer ainsi la faim. Pour y arriver, il faudra limiter le gaspillage alimentaire. Il y a beaucoup de gaspillage qui se produisent durant les récoltes, le stockage et le transport. Ce gaspillage peut atteindre jusqu'à 35% des récoltes. Il faudra aussi adapter nos choix alimentaires en menant une politique saine et moins impactante pour l'environnement. Consommer par exemple des fruits et légumes variés. Adapter les quantités consommées à nos besoins, selon qu'on soit sédentaire ou sportif. Et ensuite, équilibrer les sources protéiques selon qu'elles soient d'origine animale ou végétale. Une fois passée cette étape, il faudra s'atteler à établir une agriculture moderne en favorisant l'industrialisation, l'agro-industrie. À ce niveau, l'implantation d'industries, les facilités de crédit et la conquête de nouveaux marchés seront essentielles. À ce titre,
on sait que la Guinée tarde à profiter des avantages offerts par les accords Union européenne ACP, le marché commun de la CEDEAO ou même de l'African Growth Opportunity Act, AGOA, des États-Unis. De gros efforts doivent être déployés dans ce sens, mais en favorisant une agriculture moderne. Il faut surtout s'assurer qu'elle ne laisse de côté les masses paysannes. Je me suis toujours demandé aussi ce que gagne une multinationale comme Al-Bayrak qui investit massivement dans l'agriculture africaine. Le coût des tracteurs et autres équipements agricoles remis récemment au gouvernement guinéen a été évalué à 50 millions de dollars. Ce n'est pas une bagatelle. Il faut juste s'assurer que les investissements dans notre agriculture ne profitent pas seulement aux multinationales. Mais il ne faudra pas juste s'arrêter à cela. Pour que notre agriculture soit moderne et compétitive face aux autres pays du monde, des réformes profondes, externes et internes seront nécessaires. Nous pouvons en citer quelques-unes. D'abord, une réforme scolaire et culturelle, une réforme agraire, la conservation des terres, la gestion améliorée des intrants, le contrôle de l'eau et avoir une bonne maîtrise des systèmes d'irrigation pour réduire la dépendance à l'agriculture pluviale. Et pour finir, nous allons citer encore une fois René Dumont, qui recommande aux États africains de s'unir pour faire contrepoids à l'Europe. Pour mieux résister à l'emprise de ce puissant bloc économique européen, l'Afrique tropicale devrait s'unir vite. Sinon, le néocolonialisme pourrait bientôt s'appeler Eurafrique. Et comme l'a dit Jean Cabot, l'Afrique doit rester fidèle à ses vieilles civilisations communautaires. Vive la refondation, vive la République, vive la démocratie, vive la Guinée. Je vous remercie.